On est très heureux aujourd'hui d'ouvrir cette table ronde autour du Made in Morocco. C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que je suis un ancien combattant qui milite pour les produits nationaux et la consommation nationale. Donc, consommer local, les autres l'ont fait. Après le Covid, on a vu pas mal de pays qui se sont redressés sur leur consommation locale. Donc, notre gouvernement aujourd'hui, il est là. Il y a une synergie de consommer local. Et aujourd'hui, on a des startups avec nous qui sont avec des produits. Nous avons avec nous Madame Fatem Zahra du ministère de l'Industrie qui nous a encouragés, qui a travaillé pour sélectionner les sociétés qui sont ici, qui fabriquent des produits marocains. Nous avons aussi avec nous Monsieur Mario, un expert international qui a travaillé avec le gouvernement portugais sur des projets de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a monté une fondation internationale, Millennium Challenge, et qui travaille à l'international sur pas mal de projets. Donc, il a une expérience internationale et qui peut nous apporter cette petite touche à l'échelle internationale. Et comme ça, on va ouvrir la table ronde autour des questions-réponses et j'espère que le sujet sera intéressant. Merci beaucoup. Donc, je passe la main à Fatem Zahra dans un premier temps. Bonjour à tous, je me présente, Fatem Zahra Etlhabté, je suis chef de division de développement des plateformes technologiques et clusters au sein du ministère de l'Industrie. Vous arrivez à m'entendre? Ça va? Il faut que je crie. Veuillez m'excuser parce que j'ai un problème, donc j'ai toujours mal. Je me présente encore une fois, Fatem Zahra. Donc, chef de division de développement des plateformes technologiques et clusters au sein du ministère de l'Industrie. Je suis également en charge du financement des projets de R&D et d'innovation dans les domaines industriels, bien sûr combiné à la technologie qui n'est plus en fait un luxe. Les projets industriels, s'ils sont combinés automatiquement à la technologie, ce sont des produits qui sont de haute valeur ajoutée, qu'on encourage donc bien sûr à développer pour garantir un minimum donc d'abord de qualité et puis d'intégration locale et aussi pour assurer un minimum de soft skills donc qui sont qualifiés au niveau du Maroc, dont on est convaincu que la compétence sont là. Donc il y a beaucoup de conjonctures qui l'ont confirmé et à date d'aujourd'hui, le Maroc est devenu une destination donc incontournable parce qu'on est assuré par les talents qu'on devrait exploiter donc, sans modération pour pouvoir développer un produit qui est locally made. Et on est sûr que ce locally made, il est de bonne qualité. Il reflète en fait l'image du Maroc et il permet de développer l'industrie nationale sur l'image qu'on aimerait bien donc, et qu'on souhaite bien donc, développer dans le futur. Voilà. On a lancé un fonds également, donc je ne sais pas si je continue sur donc les opportunités de financement. Allez-y, allez-y. Donc, les startups aujourd'hui ont une opportunité qui est très intéressante au niveau du ministère. Non seulement les startups, mais aussi les PME, les grandes entreprises, mais surtout les startups parce que c'est la première fois qu'on lance un financement de la R&D, des projets de R&D d'innovation qui peuvent être industrialisés par la suite. Donc, on a 3 offres intégrées, donc qui est dédié à la valorisation des brevets avec un financement à hauteur de 80%, plafonné à 1 million de dirhams. On a une deuxième offre qui est une offre qui porte sur la R&D. Donc, si vous voulez, par exemple, développer un prototype ou donc vous êtes en cours de développement d'un nouveau produit, procédé industriel, vous pouvez être soutenu au niveau du ministère à hauteur de 80% avec un plafond de 4 millions de dirhams du coût global du projet. Donc, ça permet en fait d'accompagner la start-up ou l'entreprise donc en cours de développement de son produit, nouveau produit ou produit amélioré, donc à financer l'expertise, les frais par exemple de laboratoire, d'expertise externe, nationale ou internationale, et même donc les frais d'intrants, de matières premières, des essais techniques et technologiques, donc tout ce qui a rapport avec la réalisation du prototype peut être financé à travers la deuxième offre. Donc, on a une troisième offre également, donc qui permet de financer
la ligne de production pilote pour pouvoir donc réaliser un petit échantillon qu'on pourrait tester dans les conditions d'industrialisation. Donc, cette troisième offre, ça permet de financer cette réalisation à hauteur de 30% avec un plafond de 5 millions de dirhams. Donc, ce sont des offres qui sont complémentaires, intégrées, dont on peut bénéficier si on a un vrai projet de R&D d'innovation qui tient la route, si on a des partenaires donc, avec nous en tant que start-up. Évidemment, donc, on a certains critères de sélection, dont 2 prioritaires. Donc, d'abord, il faut que la start-up présente un business plan de son projet et que ce business plan-là soit donc étalé sur 4 ans et donc décline les différentes ressources, etc. Donc, tout le détail par rapport à son développement pendant les 4 années. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut que la start-up ait un partenaire industriel. Parce qu'on on le sait tous, la start-up, elle a un énorme donc, potentiel de développement. Elle peut donc avoir une expansion en fait, de croissance, mais elle a besoin donc, de partenaires qui pourraient être à ses côtés pour pouvoir l'accompagner donc, à réussir son projet. Nous, on se considère comme donc, partenaire institutionnel financier, mais il faut qu'il y ait un partenaire industriel qui pourrait l'aider et l'accompagner jusqu'à la fin du projet. Donc voilà, et j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci. Non, on va laisser notre ami Mario faire sa présentation et comme ça, on ouvre la table ronde pour les questions-réponses. OK, donc je vous présente, c'est M. Mario, qui a une grande expérience à l'échelle internationale sur le MAD local en Kenya et dans d'autres pays. Donc, à vous la parole, M. Mario. Merci. Bonjour. Je suis très content, très heureux d'être ici. J'espère que je ne fais pas beaucoup d'erreurs en français, mais je vais essayer de parler en français, un peu en anglais, peut-être un peu en arabe, Inch'Allah. Donc, je suis très content d'être ici parce que j'aime beaucoup le Maroc. Je viens ici beaucoup de fois et on se connaît depuis longtemps et c'était toujours le thème de notre conversation, c'est le développement de l'industrie locale. Notre vision de travail, c'est de travailler sur la base du développement de l'industrie locale. Et en particulier, l'expérience que je vais partager avec vous, et après on peut échanger des questions, ça facilite beaucoup la conversation, c'est que, à mon avis, le développement d'une industrie de hardware local, l'assemblage local des ordinateurs, c'est une base stratégique. C'est très important d'avoir des compagnies qui produisent des softwares, des logiciels. C'est une base essentielle, mais la base de la base, il faut voir l'hardware aussi. Et ça, je parle de ça parce que c'est très oublié. Beaucoup de gouvernements oublient cette vision stratégique. Même les États-Unis d'Amérique du Nord, même l'Europe, avant Covid, ils ont oublié tout le problème de hardware. Et toute l'industrie était en Asie. Le Covid est venu et les gens ont compris que nous sommes dépendants. Et aujourd'hui, l'Europe a investi des milliards d'euros pour avoir des compagnies de production de chips. Les Américains, ils ont investi 60 milliards de dollars pour les chips parce que maintenant, les gens comprennent que la production d'hardware, c'est la base de toute l'industrie électronique. Et cette question, ce message, c'est la base de ma présentation, de ma vision. Bien sûr que Portugal, le Maroc, on ne peut pas avoir tout de suite la production de chips. Ça, c'est une autre industrie. Mais on peut commencer à avoir l'assemblage des ordinateurs. Et à mon avis, l'assemblage des ordinateurs nous donne beaucoup de capacités à différents niveaux. D'abord, on peut choisir les composantes. On peut avoir un supply chain résilient.
On peut même faire préinstallation de logiciels avant et pas dépendant des grandes marques internationales. Un autre aspect, on peut créer des capacités locales. On peut développer les compétences, travailler avec les universités et faire une gestion plus soutenable, plus durable, parce que beaucoup de travail est fait localement. Donc, la grande question, je ne vais pas travailler beaucoup sur les PowerPoint, mais la grande question, à mon avis, c'est comment on peut développer une industrie locale. Une des raisons pourquoi je parle beaucoup avec M. Karim, c'est qu'il faut avoir des compagnies locales, des marques locales qui sont capables de développer l'industrie locale. Parce que le gouvernement, il peut appuyer, mais il ne peut pas développer l'assemblage. C'est très difficile. C'est impossible pour le gouvernement qui a beaucoup de choses à faire ce type de travail. Donc, le rôle du gouvernement, c'est d'appuyer, mais il faut que les compagnies, que l'industrie, que les entrepreneurs de chaque pays apparaissent avec cette capacité de développer l'assemblage local, de développer l'industrie locale. Donc, tout ce qui est l'exportation, la capacité de produire des compétences et de sécuriser le supply chain, c'est une forme de souveraineté. Ça, c'est très important. C'est partie de la souveraineté numérique d'un pays, la capacité de gérer sa assemblage local et de travailler avec les compagnies qui produisent le logiciel. Et maintenant, nous rentrons dans une nouvelle étape. C'est le AI PC. Les ordinateurs spécifiques pour chaque pays, pour chaque personne, avec les chips qui sont spécifiques pour chaque travail. Donc, ça dépend. Qui va connaître les besoins de chaque pays? Une industrie locale. Éviter une colonisation technologique de la part des grands pays. Donc, à mon avis, la solution, ça vient de la souveraineté technologique basée dans une industrie locale et une industrie nationale. Nous avons commencé à faire ça au Portugal. En 2006, c'était mon grand premier projet. On a obtenu l'appui d'Intel, de Microsoft, de Google, d'autres compagnies, mais c'était le leadership. C'était fait à partir des compagnies portugaises et du gouvernement portugais. Ce n'est pas de venir avec des solutions qui ont réinventé quelque part, mais c'est nous qui définissions notre besoin et notre intérêt à partir desquels il peut ajouter valeur, mais pas aligné dans une logique qu'ils nous disent à notre pays qu'est-ce qu'on devrait faire et quels sont nos besoins. C'est ça notre logique. Bien, je ne sais pas, je crois que je parle beaucoup. Donc, il y a une chaîne de valeur. Je ne vais pas parler de tout ça. C'est une présentation un peu plus générale pour donner une vision générale. Je pense que j'ai déjà touché la majorité des choses. Il y a un point que je ne peux pas éviter. Mon dernier 2 points. Après, on peut commencer à discuter. D'abord, c'est le modèle de financement. Il faut garantir 3 ou 4 aspects, à mon avis, pour garantir l'industrie locale. D'abord, il faut que le pays génère la capacité de procurement. Ça veut dire que le pays achète parce qu'il n'y a pas de marché local ou marché international à partir de l'intérêt économique local, comme dans d'autres secteurs économiques, il n'y a pas d'industrie. Donc, il faut, à mon avis, privilégier certains aspects sans une destruction du marché. D'abord, il faut ajouter, à mon avis,
une question essentielle. C'est le modèle de acheter les ordinateurs, les tablettes, quelles que soient, liés au support. Un support durable. Parce que si on a une compagnie qui produit localement, c'est plus bon marché faire le support et on peut réutiliser beaucoup de composantes. Ça veut dire c'est plus durable, plus bon marché et le marché, la transaction internationale, c'est plus la valeur va rester dans le pays. Si on achète tout en dehors, on va perdre tout l'argent, les gens vont oublier le support, donc on va perdre beaucoup de valeur. Donc, ajouter les supports avec l'achat des ordinateurs, c'est essentiel. Ça, c'est une chose. Une autre question essentielle, c'est le problème de la durabilité, de la réutilisation, mais pas la réutilisation au niveau individuel. C'est d'avoir une industrie capable de réutiliser une partie des composantes. Il n'avait pas besoin de laisser, on a les problèmes avec les batteries, avec le waste, electronic waste, un problème de durabilité. Donc, une industrie locale, c'est une vision stratégique de durabilité de l'industrie. Ce n'est pas seulement une question d'affaires immédiates pour les compagnies. OK. L'autre aspect important, c'est que cette vision a peut permettre d'avoir plus bon marché. Ce que, bien, aujourd'hui, c'est une table ronde, mais je peux vous dire que finalement, l'idée que nous avons eue avant, c'était que c'était plus bon marché acheter en dehors parce que la production s'est concentrée. Mais maintenant, on arrive à la conclusion qu'ajouter la production locale, mettre l'accès plus accessible, c'est plus accessible et plus bon marché. Ça, on peut discuter parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans le pays. Et même quand le prix c'est le même, ou un peu plus, c'est pas le même que 30% ou 40% reste dans l'économie locale, on va tout à l'extérieur. Parce qu'il y a une différence entre le coût par une compagnie ou par une personne et la vision économique internationale où reste la valeur. Même si le prix c'est un peu plus, mais la valeur reste 40% dans le pays, c'est mieux pour le pays. Et on ne peut pas seulement voir le coût en termes de prix nominal, mais aussi la stratégie économique du pays. OK. Un autre aspect et finalement très positif, c'est que il y a une question qui c'est la possibilité de faire des partenariats avec les télécommunications, avec d'autres secteurs, avec l'éducation. Nous avons au Portugal fait avec télécommunications et éducation. Okay. Je parle de Portugal parce que c'est le premier, et M. Karim a mentionné ça, mais la vérité, c'est qu'on a fait déjà presque 20 pays. En Afrique, en Amérique latine, on a travaillé avec les pays. Notre travail, c'est seulement d'appuyer. Ce sont les pays qui définissent le modèle, le système et les priorités. Bien, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, comme vous pouvez voir, ma présentation, c'est pour partager. Donc, c'est une présentation très, très généraliste. Je vais finir par ici. Mais seulement une question, une difficulté qu'on a rencontrée dans tous les pays. Et je vais terminer avec cette challenge, ce défi. Pour arriver à un projet, il faut, à notre vision, le grand challenge, ils sont 3 ou 4 points. D'abord, il faut avoir une vision stratégique. Il faut une vision, une grande vision. Ce n'est pas une question comment on va gagner ça ou ça ou ça immédiatement. Il faut une vision stratégique, d'abord. Deuxièmement, il faut une coordination. Quand j'ai fait le projet au Portugal, c'était mon premier projet de ce type, j'étais de la part du gouvernement. La difficulté, c'est coordonner les différents ministères. C'était notre défi.
le Premier ministre s'est engagé et finalement, on a arrivé à là. Mais aussi, il y a d'autres acteurs, d'autres partenaires. Et Portugal, c'est un pays plus petit que le Maroc. Mais 10 millions, 10 millions. 10 millions, on a distribué 1,7 million. Ça veut dire 17% de la population pour les 10 millions en 3 ans. Donc, sur la table, le gouvernement portugais, en 2006, avait le courage de mettre 2 millions d'ordinateurs pour les enseignants et tout le monde. Donc, c'est 2 millions. On parle du Portugal, il dit c'est un tout petit pays. Après, le Portugal, après 2006, est devenu, il commençait à vendre du digital en Europe. Numéro 1, le Portugal, à vendre du digital. Les revenus du Portugal, 25% sur le digital. Numéro 1 en Europe. Parce que c'est l'impact du projet, ce n'est pas le coût du projet. Je suis très lié à l'éducation. En éducation, on dit l'éducation, c'est très, très cher. Mais l'ignorance, c'est plus cher. Donc, le numérique, c'est très cher. Mais n'avoir le numérique, c'est plus cher. Donc, finalement, l'impact, avoir une vision, une coordination entre les différents partenaires de gouvernement et une coordination entre différents partenaires. Et en particulier, on a choisi l'éducation. Dans tous les pays où on a travaillé, on a choisi comme partenaire l'éducation. Pourquoi? Parce que le numéro on a le sujet d'experts internationaux. de personnes qui ont besoin d'ordinateurs, c'est très grand. Vous assistez avec nous. Et ils ont besoin d'accessibilité, d'un coût raisonnable, abordable. Donc, on a commencé pour l'éducation. Et finalement, l'éducation, parce que quand on arrive à tous les élèves, à tous les étudiants, je peux vous dire que les familles, beaucoup de familles, des milliers de familles, c'était le premier ordinateur chez elles. Parce que tout le monde a des enfants, même les pauvres, même les riches, tout le monde a. Donc, on est arrivé. Et avec cette capacité, j'interromps Madame la ministre. Installez-vous, Madame la ministre. Installez-vous. Donnez une chaise à Madame la ministre. Allez-y. Installez-vous, Madame. Termine. Bien, je vais terminer, je pense, maintenant. Avec cette... On ne souhaite pas que vous terminez. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame la ministre. Bien sûr. Il faudrait que vous nous donniez quelques à l'international sur le MAD que vous avez fait en Portugal et dans d'autres pays. Pour terminer, je répète seulement les deux mots finaux parce que je parle des exemples qu'on a travaillé dans plusieurs pays. Mais comme M. Karim a référé, nous sommes un pays de 10 millions d'habitants. On a distribué 2 millions d'ordinateurs par tous les étudiants et tous les professeurs et les formateurs avec 80% de l'industrie locale. Et après ça, là, il y a 15 ans déjà qu'on a fait ça. Et Portugal a devenu très actif dans l'industrie des startups, même avec Web Summit, que Maroc participe beaucoup, et d'autres initiatives. Et Portugal, maintenant, est dans un procès digital, pas seulement au niveau de l'éducation, pas seulement au niveau de l'industrie numérique, mais avec impact dans tous les autres secteurs. Et c'est ça. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va peut-être donner un petit mot à Madame la ministre. Le Made in Morocco. Alors, aujourd'hui, moi, je crois qu'il y a déjà beaucoup... Le Maroc produit déjà des solutions digitales au Maroc pour le monde. L'outsourcing, qui est un des secteurs qui marche très bien au Maroc. On est ici au stand de une des fédérations principales. Alors, en 2 ans, on a gagné 12 places à l'international. On est 28e mondial.
Aujourd'hui, en 2 ans, il y a eu création de 11 000 emplois. Et vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce qui est encore plus important? C'est que plus de 70% des emplois créés dans l'outsourcing, c'était des emplois du digital et de l'ingénierie en général. Donc, une vraie montée en gamme des services de haute valeur ajoutée qui sont délivrés au Maroc. Les startups aussi prennent de l'ampleur. En 2022, on était 16e en Afrique en levée de fonds. On est en 2023, 5e en Afrique. Donc, on se place en juste une année, une augmentation de levée de fonds de plus de 250%, et ça ne fait que commencer. On continue de booster cette industrie à travers des mécanismes de financement. On vient de signer tout à l'heure pour qu'il y ait un incubateur mondial qui peut donner ses services aux startups Ken. Et aussi, si vous étiez à la séance d'ouverture ce matin, M. le chef du gouvernement a annoncé que la stratégie marocaine sera lancée dans les semaines à venir. C'est une stratégie qui a été co-construite avec les acteurs de l'écosystème. Donc, il y a eu des tournées régionales avec les citoyens. Mais les fédérations, on ne les a pas juste écoutées une fois ou 2 fois. Il y a eu vraiment des ateliers où ils ont co-construit. Vraiment, ils ont rédigé les projets et les mesures. Et ils siègent dans la Commission nationale de développement numérique. Donc, c'est une stratégie très ambitieuse qui vraiment fait un de ses piliers principaux de faire du Maroc un pays producteur du digital parce qu'on a les talents, parce qu'on a les capacités, on a la stabilité politique, la stabilité économique. On est déjà producteur, mais le potentiel est beaucoup plus grand. Et grâce à la stratégie, Inch'Allah, et à tous, ça va aller encore plus vite. Merci, Madame la ministre. Je voulais juste ajouter, puisque je vais profiter de l'occasion, il y a Madame la ministre avec nous. Donc aujourd'hui, consommer local, la loi, elle est là, de la préférence nationale, mais on a besoin du logo Made in Morocco. Donc la PME marocaine, qui sont là depuis 20 ans, qui ont personnes, 20, 30, 60, 100 personnes qui travaillent. Il faut que le gouvernement nous aide parce que la loi, elle est là. Mais si on n'a pas le logo Made in Morocco sur nos produits, on ne pourra pas demain provaloir des marchés. Aujourd'hui, parce que nous n'avons pas la charte et on n'a pas la valeur ajoutée aujourd'hui sur les produits fabriqués au Maroc, on ne pourra pas demain aller se challenger des multinationales. Donc, on a besoin encore de soutien. Alors, comme j'ai dit, dans la stratégie nationale, on y a vraiment un grand travail d'écoute et de co-construction. Il y a des choses qui seront dévoilées. Soyez juste un petit peu patients et on va dévoiler tout ça très vite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.